Vous écoutez Écris-moi un voyage, le podcast des éditeurs de voyages, présenté par Clémentine Rulot et Clara Perrault. بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك. Le Liban, c'est quand même un pays qui attire beaucoup les Français qui ont tous envie de venir voir le Liban. Et en général, quand ils reviennent, ils sont conquis par l'hospitalité, la générosité. Et j'ai un ami d'enfance qui a voulu venir un jour au Liban, donc qui est parti avec nous. Il a été accueilli par l'un de mes oncles qui lui a offert l'hospitalité, le repas libanais typique. Et lui, très gourmand et adorant la bouffe libanaise, il a commencé par les mezzés d'entrée. Il commence à manger, il adore, il se resserre. Là, l'erreur stratégique, c'est que en fait, ça ne s'arrête jamais le défilé des plats, quoi. Donc il a mangé, mais trop l'entrée. Donc le plat arrive, il savait pas qu'il y avait un plat derrière, donc j'ai vu sa tête changer, mais il a mangé. Il trouvait ça délicieux, et là est venu le moment où il fallait se resservir. Il dit non merci, à la française, et mon oncle lui dit mais si, resserre-toi. Il dit non, c'est bon, merci, j'ai assez mangé. Il fait comment ça, tu veux pas? Tu vas te resservir s'il te plaît? Prends. Non, merci, vraiment, non. Et là, mon oncle prend la nourriture dans le plat et lui met dans l'assiette de force en disant mange. Ce qu'il n'avait pas compris encore qu'au Liban, c'est que l'amour passe par la nourriture, et il pouvait pas ne pas honorer la nourriture. Donc il a mangé le plat, le dessert est arrivé, pareil, nouvelle comédie qui a recommencé, il a dû manger, et je vous assure qu'il a resté toute l'après-midi allongé, il pouvait plus bouger. Il était malade, c'est-à-dire qu'il avait une brique dans son estomac qui l'empêchait de faire le moindre mouvement, je pense qu'il était à l'agonie. Et après, j'ai vu qu'il a élaboré les bonnes stratégies, il était devenu libanais le lendemain, et il sait comment faire pour survivre à un repas. Olivier Jacquemont, tu es écrivain et philosophe. En parallèle, tu es enseignant-chercheur en sciences humaines à l'École supérieure de commerce extérieur et tu as obtenu un doctorat en philosophie sur le sujet de l'amitié. Et nous allons nous pencher aujourd'hui sur ton roman Un amour sous la guerre qui paraîtra le 19 mai 2023 aux éditions Intervalle. Dans cet ouvrage, tu reviens sur tes origines franco-libanaises en bâtissant une fiction sur les silences de ton histoire. Donc pour donner un avant-goût à nos auditeurs, Un amour sous la guerre, c'est l'histoire d'un jeune Français qui accepte un poste en tant que vendeur de meubles à Beyrouth et qui s'y installe en 1975. Son arrivée au Liban coïncide avec le début de la guerre civile qui gronde et qui le fera jusqu'en 1990. Le Français, dont on ne connaîtra le prénom que beaucoup plus tard, ne veut pas quitter le Liban malgré les conseils de ses amis. Il y est bien trop attaché. Il fait la connaissance d'une Libanaise chrétienne du nom d'Esther et la promesse d'un avenir commun le pousse à faire des allers-retours entre la France et le Liban. Ce livre parle de guerre, d'un amour naissant entre deux cultures, d'une fascination maladive et d'une vie qui suit son cours, malgré des conditions trop souvent tragiques. Dans ton livre, on voit une différence claire et très définie entre les deux familles, donc la famille française et la famille libanaise. Chaque famille représente sa culture d'une certaine manière. Les Français sont très individualistes, ils sont plutôt froids, absents, voire parfois un peu toxiques. Les Libanais sont chaleureux, méfiants des intentions d'Antoine, le Français, protecteurs, traditionnels et très croyants. Est-ce que ces différences sont basées sur ta famille ou a été inspirée par d'autres rencontres? Il y a peut-être plusieurs éléments. Il y a quelque chose qui m'avait toujours intrigué, que me racontait mon père, c'est que les Libanais chrétiens maronites et les Français sont très proches de culture, partagent une langue commune, puisque beaucoup de jeunes Libanais ou Libanaises sont éduqués dans la langue française, surtout dans les milieux favorisés, dans les classes supérieures, et ça leur donne des traits de culture commune, et notamment au niveau littéraire, ils partagent vraiment un bagage culturel. La France et le Liban, c'est hyper important. Pourtant,
il y a de très grosses différences, mais qu'on voit dans un deuxième temps. Alors parfois, quand on rencontre une vraie altérité qui vient d'un ailleurs très défini, eh bien, on a l'impression tout de suite de la différence. Alors que là, c'est d'abord la similarité, il faut aller chercher la différence là où elle se cache. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui m'avait intrigué. Et puis, moi, j'ai passé du temps au Liban, j'ai vu comment fonctionnaient les Libanais, effectivement, ce côté extrêmement chaleureux, extrêmement solidaire, extrêmement protecteur. Je pense pas qu'il y ait une famille libanaise qui soit saine et une famille française qui soit toxique. Je pense que toutes les familles du monde révèlent de la toxicité, et il faut aller voir au Liban comment ça se joue aussi. Donc ça a été un peu ce travail-là que j'ai voulu faire de décomposition, déconstruction des familles et françaises et libanaises, en regardant la famille française avec le regard d'une Libanaise et la famille libanaise avec le regard d'un Français. C'est l'avantage d'avoir un couple franco-libanais. Et du coup, c'était vraiment une volonté de les rendre si différents et opposés, ou est-ce que c'était plutôt le fruit du hasard ? Non, vraiment, au début, j'avais vraiment le sentiment et l'envie qu'ils étaient proches, et notamment dans toute la partie française, quand Esther arrive en France, elle est... c'est bien Esther, hein, je dis pas de bêtises, ouais. J'ai eu un doute d'un coup. Je suis nul avec les prénoms des personnages, c'est incroyable, quoi. Lorsqu'Esther arrive en France, elle est persuadée qu'elle va retrouver un environnement cocon. Et effectivement, sa belle-mère, donc la mère de son mari, est extrêmement entourante, enveloppante. Mais très très vite, il y a des failles. Et je voulais vraiment... C'est comme dans les films d'épouvante, en fait. C'est que tu as au départ un cadre qui est extrêmement rassurant. Et au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y a des fractures, il y a des craquements de pas qui sont un peu inquiétants. Tu sais pas d'où ils viennent et tu as envie de te rassurer. Et quand tout s'effondre, c'est vraiment un décor, encore une fois, toxique et dans lequel il est difficile de trouver sa place. Tu écris à la fin de ton roman que c'est l'histoire de tes parents. Et donc, je te cite, c'est leur histoire telle que je me la suis imaginée. Ouais. Donc, d'où connais-tu l'histoire de tes parents ? Est-ce que c'est quelqu'un de ta famille ? Est-ce que c'est tes parents qui te l'ont raconté ? Est-ce que tu l'as appris par... Enfin, quelles sont les sources, en fait, de cette histoire ? Sur la conclusion, tu as raison, c'est la chute du roman. J'essaie de créer un dispositif que moi, j'ai pas vu dans beaucoup de romans. C'est quelque chose qui pourrait être presque de l'ordre des remerciements, mais qui est intégré dans l'écriture, en disant, voilà, c'est inspiré de faits réels, de personnages qui ont réellement existé. Mais c'est très important de dire que c'est l'histoire de mes parents telle que je me la suis imaginée. Je suis comme tout un chacun, c'est qu'on me rapporte des histoires, mes parents m'ont raconté des histoires sur leurs rencontres, sur leurs origines, sur leurs parents, sur leurs pays respectifs, et il y a plein de trous. Et là, moi, je travaille en romancier, c'est-à-dire que je me dis, j'ai envie de compléter les trous qui sont dans leur histoire, sachant qu'il y a aussi une démarche un peu généalogique. Pour moi, j'ai grandi en France, je suis né en France, j'ai eu un rapport assez distant au Liban dans un premier temps parce que c'était la guerre, que c'était compliqué d'y retourner. Donc je savais que j'avais de la famille là-bas, je savais que j'étais à moitié libanais, mais c'était quelque chose de très très abstrait. J'ai essayé de retrouver mes racines, non pas par le biais des témoignages, mais par le biais de l'invention, en disant ça pourrait être ça mon histoire, telle que je me l'imagine, et qui fait que je suis devenu celui que je suis aujourd'hui. Donc je me suis appuyé de ce côté-là sur tout ce qui était resté dans ma mémoire, et de l'autre sur un aspect documentaire aussi, parce que j'ai lu, j'ai un peu cherché pour essayer de comprendre ce pays complexe, avec beaucoup presque de naïveté, d'innocence dans ma lecture. Je prétends pas du tout être un spécialiste du Liban et de l'histoire du Liban. J'ai posé là un regard presque donc romanesque pour raconter l'histoire de mes parents, et presque, j'espère, poétique pour les faits. J'ai voulu travailler les faits de façon à restituer le côté confus, complexe, voire chaotique du Liban. Quelle importance a la description pour toi ? Pourquoi ne pas s'être un peu épanché sur les alentours des personnages ? Si je le dis avec humour, je dirais que je suis infoutu de faire une description qui est convenable. Ma seule obsession, c'est le rythme, c'est l'énergie qu'on sent dans la phrase et ce que ça révèle d'un climat. J'ai envie qu'on comprenne quelles sont les sensations des personnages à certains endroits, mais pas forcément ce qui les entoure. C'est très très proche de ma façon d'être dans le monde et de ma façon de voyager aussi. C'est plus du côté de la désorientation que de l'orientation.
guerre devient un moyen pour Antoine de satisfaire tous ses besoins, semblerait-il. Donc elle lui apporte de l'inspiration pour sa peinture, pour son écriture. Elle lui permet de souffrir pour d'autres, d'ailleurs. Comme s'il se l'appropriait un petit peu cette guerre, c'est aussi ce que son frère lui fait remarquer. Et c'est aussi une des seules raisons pour lesquelles il pourra se marier avec Esther, car on apprend que, hors contexte de guerre, le français n'aurait pas été un bon parti aux yeux de la famille. Donc on voulait savoir si la guerre du Liban, qui occupe le rôle principal dans ce livre, aux côtés d'Antoine et Esther, quelle place elle a dans ta vie ? J'aime beaucoup vous souligner que la guerre est le troisième personnage du livre. Je crois vraiment que c'est un personnage qui est déterminant, et les titres de chapitres, l'écriture faisait que je me suis dit, je vais creuser le mot guerre jusqu'à l'épuiser, vraiment, et trouver toutes les ressources qu'on peut trouver à l'intérieur de ce mot pour, à travers la polyphonie du terme, arriver à restituer quelque chose, quoi, qui est de l'ordre de l'expérience qu'ils ont vécue. Dans ma vie, l'expérience ou la vie de la guerre est passée à travers ma mère, puisqu'elle a quand même été arrachée à son pays, quand même, concrètement. Elle aura peut-être vécu en France, mais je veux dire, ça crée une vraie déchirure, que j'ai vécu avec ce côté assez schizophrène de me dire, j'ai une partie de ma famille qui vit une guerre, mais que je vois parfois pendant l'été, avec qui je passe du temps, dans un village calme, paisible, où j'ai pas l'impression qu'il y ait la guerre. Et quand je vais à Beyrouth, je vois des choses qui pourraient faire penser à la guerre, mais à l'époque, je l'associais pas forcément à ça. Les poubelles partout, certains dégâts, des immeubles qui sont pas tout à fait terminés. Alors, est-ce que c'est lié à des bombardements, à des tirs d'obus, ou alors parce que simplement, il y a des immeubles qui ont été laissés un peu en l'état, inachevés. Il y avait des armes, bien sûr, ce qui ajoutait le folklore du Liban. Donc, je voyais des signes et des traces de la guerre, mais c'était super abstrait. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a été aussi déterminant, mais ça, je peux y penser que rétrospectivement, c'est quand j'étais petit, ça c'est ma mère qui me l'a raconté, il y a plein d'années, on n'a pas pu partir au Liban. Elle, c'est un attachement viscéral, il faut qu'elle aille dans son pays voir sa famille, et les conditions politiques, les conditions de guerre faisaient qu'on ne pouvait pas partir. Donc ça, je le raconte dans le roman, le fait de devoir défaire les valises 24 heures avant le départ, c'est une expérience qu'apparemment on a vécue, même si moi, évidemment, j'en ai aucun souvenir. Donc elle est à la fois présente et très abstraite. Et c'est bizarre à dire, quelqu'un qui n'a pas du tout ce lien avec la guerre dira bah oui, pour moi aussi c'est abstrait. Mais là c'est une abstraction qui pèse, parce qu'on se dit c'est pas possible que je n'ai pas la matérialité de cette chose, quoi. Je comprends pas où elle est. Il y a plein de choses dans ce roman que j'ai voulu écrire comme ça, en me disant je ne comprends pas où elles sont, et c'est qu'en écrivant que je vais pouvoir arriver à leur donner une densité et les remettre dans ma vie. Et ce texte, est-ce que tu dirais que c'est un récit sur le Liban vu par un Français, un récit sur la France vu par une Libanaise, ou bien les deux ? Comment est-ce que toi, tu te places aussi en tant que franco-libanais, du coup ? C'est pour ça qu'il y a vraiment deux parties distinctes dans le texte, qui sont, même en termes d'écriture, il y a des glissements, il y a des changements. La première partie est plutôt vue par un Français sur le Liban, et la seconde partie, plutôt par une Libanaise sur la France. Bien sûr, il y a des croisements quand même. C'est peut-être le double regard que j'essaie d'avoir moi-même sur la France et le Liban, mais même sur la vie, en fait, d'arriver à avoir ces deux regards quand je regarde une situation, quoi. Notre dernière question, c'est la question qu'on pose à tous nos invités. Et la question, c'est pourquoi est-ce que tu écris ? J'ai répondu de façon différente selon les époques. D'ailleurs, pour un magazine libanais à une époque, j'avais dit plus j'écris, moins je sais pourquoi j'écris. Et je pense que c'était une période qui devenait un peu difficile au niveau de l'écriture, où la langue sonnait moins et tout ça, donc ça devenait compliqué. Et maintenant, j'ai une autre réponse. J'ai l'impression que j'écris pour les morts. Je trouve que la puissance de l'écriture, c'est de faire vivre des noms des personnes qui sont décédées et leur créer un mausolée par l'écriture. Il y a des personnages qui sont liés à mon histoire personnelle, que je cherche à faire revivre par l'écriture. Et ma démarche continue dans ce sens-là. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du sacré dans l'écriture qu'on peut restituer. Je me dis, qu'est-ce que peut la littérature que les autres arts ont plus de difficultés à exprimer ? Je me dis, la littérature, elle a un lien avec les morts. Et donc, il faut arriver à garder cette articulation et ce dialogue entre les vivants et les morts. Merci Olivier, c'était vraiment agréable de parler avec toi de ce prochain livre qui sort le 19 mai. Merci à vous deux. Intervalle. Ça nous donne envie de partager le livre avec tout le monde. En tout cas, on vous remercie vraiment d'écouter Écris-moi un voyage. On dit à nos auditeurs au mois prochain, et Olivier, on te dit à bientôt, j'espère. À très bientôt, et merci encore pour votre invitation. Merci beaucoup.
C'était Écris-moi un voyage, le podcast des éditeurs de voyage.